Ouais. Ok. Bonsoir. Pour la deuxième partie de ce discours, on va toujours parler de la juge Ruth Bader Ginsburg, mais on va parler de ce qui va se passer maintenant. Parce que voilà, elle décède à moins de 50 jours de l'élection présidentielle du 3 novembre et son décès vient chambouler la campagne électorale qui jusqu'ici était plutôt tranquille. Et surtout, la décision de la personne qui va la remplacer va avoir une influence majeure sur le travail de la Cour suprême pour les 30 prochaines années. Et évidemment, cela aura une influence sur l'ensemble de la société américaine. Or, Donald Trump a d'ores et déjà annoncé qu'il allait la remplacer très vite. Il a annoncé que ce serait fait avant la fin de cette semaine et il a promis qu'il s'agirait d'une femme. Les démocrates crient au scandale. Pourquoi? Eh bien, parce que il y a plusieurs années, on était déjà dans une situation extrêmement similaire. C'était en 2016 et c'est le juge Scalia, dont on a parlé tout à l'heure, qui était décédé. Et il était décédé à 9 mois de l'élection présidentielle. Et à cette époque, Mitch McConnell, qui est le chef de la majorité républicaine au Sénat, avait dit qu'il n'était pas possible d'élire un nouveau juge à la Cour suprême juste avant des élections. En fait, il l'avait fait pour bloquer la nomination du juge démocrate Merrick Garland, qui était proposé par Barack Obama, qui était président à l'époque. Il avait dit que ce n'était pas possible de nommer un juge à la Cour suprême à 9 mois des élections présidentielles parce qu'il fallait d'abord laisser le peuple choisir, c'est-à-dire qu'il fallait le faire après les élections. Et son collègue républicain, sénateur républicain, Lindsey Graham, avait même renchéri en disant, et je cite, « S'il y a un poste vacant à la Cour suprême lors de la dernière année du mandat d'un président républicain, eh bien, vous pourrez dire que Lindsey Graham, donc il se cite lui-même, a dit que c'est le président suivant qui doit choisir. » Fin de citation. Or, c'est exactement la situation actuelle, c'est-à-dire qu'on est juste avant une élection et il y a un poste vacant. Et bien évidemment, les républicains retournent leur veste et tout à coup, ils veulent se dépêcher de vite remplacer la juge par quelqu'un d'autre et ils sont en train d'inventer toutes les excuses du monde pour justifier cette contradiction vraiment flagrante avec ce qu'ils avaient dit en 2016. Et cette fois-ci, ils disent que c'est de leur devoir de choisir un remplaçant. Et ils expliquent également que cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec 2016 parce qu'en 2016, les démocrates n'étaient pas majoritaires au Sénat et qu'ici, on a un Sénat à majorité républicaine avec un président républicain et que ce serait donc la volonté du peuple que les républicains choisissent directement un nouveau juge. Le problème, c'est que la législation américaine est très vague sur le sujet. Elle prévoit que le président propose un juge, qui nomme un candidat au poste de juge de la Cour suprême et que le Sénat l'accepte ou le refuse. Et il est également stipulé que le Sénat a besoin de 50 voix en faveur d'une personne pour que cette personne reçoive le poste de juge de la Cour suprême. Par le passé, c'était une procédure qui pouvait durer seulement 2 semaines. Aujourd'hui, elle prend plutôt 2 mois en moyenne. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, nous sommes fin septembre, il serait en théorie possible que d'ici le 3 novembre, les républicains arrivent à nommer un nouveau juge à la Cour suprême. Et même s'il n'y arrivait pas avant le 3 novembre, il y a cette espèce de période qui est un vide un petit peu juridique
entre les élections et l'investiture du président, qui est prévue pour le 20 janvier. Donc, il serait possible que d'ici le 20 janvier, ils arrivent à placer quelqu'un. Sauf que pour cela, il faudrait qu'il y ait 50 votes en faveur du président, ou plutôt du candidat proposé par le président, et que le Sénat n'a qu'une majorité très limitée. Les républicains ont une majorité très limitée au Sénat, c'est-à-dire qu'ils ne sont que, je crois, 53 républicains contre 47 démocrates, quelque chose comme ça. Et parmi les sénateurs républicains, il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec le fait qu'on nomme un nouveau juge avant les élections. Et puis en plus, il y a quand même des sénateurs républicains qui n'aiment pas du tout Donald Trump. Et c'est le cas de l'ancien candidat à la présidence, Mitt Romney. Alors, si toutefois on nommait quand même quelqu'un maintenant au poste de juge de la Cour suprême, qui est-ce que cela pourrait être? Alors, il y a 2 femmes dont on parle comme étant les favorites. Il y a d'abord la juge Amy Coney Barrett, qui est âgée de 48 ans, mais qui est connue comme étant une fervente catholique et fermement opposée au droit à l'avortement, qui saisirait toute opportunité pour renverser Roe versus Wade. Une deuxième femme dont il serait question, qui est aussi républicaine évidemment, c'est Barbara Lagoa. Barbara Lagoa a 52 ans. C'est une magistrate d'origine cubaine née en Floride. Et en fait, cette dame serait un plutôt bon choix pour Donald Trump, puisqu'il est en pleine campagne électorale et comme tout l'électorat issu de l'immigration n'est pas forcément acquis pour lui, nommer une femme issue de l'immigration, ça pourrait l'aider à grappiller quelques voix dans l'électorat latino en fait. Et puis en plus, comme elle est née en Floride, ça lui permettrait peut-être aussi de jouer sur le côté Floride et de gagner des voix en Floride. Et comme vous le savez, la Floride, c'est un swing state très important. Mais le problème, c'est que l'opinion publique ne l'entend pas de cette oreille. Un sondage a révélé que seulement un tiers des Américains pourraient accepter que l'on remplace aussi rapidement Ruth Bader Ginsburg, qu'on la remplace juste avant une élection. Et d'ailleurs, immédiatement après son décès, il y a des donations qui ont été faites à des organisations démocrates et à la campagne démocrate à hauteur de 91 millions et demi de dollars. Vous l'aurez compris, on a donc un double enjeu. D'abord, il y a le résultat des élections présidentielles américaines qui se jouent, mais il y a également l'avenir du pays de façon plus générale. Or, nous nous trouvons déjà dans un contexte électoral très incertain à cause de la crise du coronavirus. Et l'un des rôles de la Cour suprême, c'est de jouer un peu le juge des élections lorsque les élections sont chahutées. Et on sait déjà qu'elles vont être mouvementées parce que le 3 novembre, la crise du coronavirus ne sera pas terminée, certainement pas. Et il a été prévu qu'une partie des électeurs puissent voter par correspondance, donc en envoyant leur bulletin de vote par la poste. Or, Trump s'est déjà opposé à cette possibilité. Il a coupé les financements de la poste américaine pour éviter justement qu'elle puisse faire son travail et que les bulletins de vote puissent arriver à bon port dans les temps. Et il a déjà annoncé que s'il perdait, c'est sûrement parce qu'il y aurait eu de la fraude et que s'il perdait dans ce contexte avec des votes par correspondance, il n'accepterait pas sa défaite. Bon, donc il est quand même assez probable que les résultats de ces élections soient contestés en justice. Alors là, il y a 3 questions qui se posent. La première question, c'est est-ce qu'il est possible qu'on arrive dans un blocage institutionnel s'il n'y a plus que 8 juges à la Cour suprême? La deuxième question, c'est est-ce que 8 juges au lieu de 9
c'est une Cour suprême complète qui a le droit de statuer. Est-ce que la Cour suprême est toujours légitime avec 8 juges au lieu de 9? Et ensuite, que se passe-t-il si les juges sont divisés entre eux et qu'ils sont 4 contre 4 et que finalement, ils n'arrivent pas à trancher sur le résultat des élections? La loi américaine prévoit ce cas de figure et dit que s'il y a un blocage institutionnel à la Cour de justice, eh bien, c'est un tribunal ordinaire qui peut trancher. Donc, on désigne un tribunal et on leur dit, bon, ben vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qui a gagné? Et comme ces 4 dernières années, le président Trump a nommé plus de juges dans les différents tribunaux du pays que Barack Obama ne l'a fait en 2 mandats, eh bien, il y a des chances que les juges des tribunaux ordinaires du pays lui soient plutôt favorables. Mais pour conclure, l'espoir n'est pas tout à fait mort, puisque hier, Nancy Pelosi, qui est la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a déclaré que les démocrates allaient se battre bec et ongles pour défendre la Constitution américaine et qu'ils avaient encore de nombreuses cordes à leur arc dont ils n'hésiteraient pas à se servir. Je vous remercie.